entendre Manezia Parlea, qui est maître de conférence en littérature française à l'Université de Bucarest, où elle dirige le centre de recherche Hétérotopos. Ces recherches que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, portent essentiellement sur les récits de voyage, avec un intérêt particulier pour la problématique des altérités, des rapports interculturels. Elle a publié un ouvrage intitulé « Un franc parmi les Arabes, parcours oriental et découverte de l'autre chez le Chevalier d'Arvieux », un ouvrage paru en 2015 aux éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble. Elle a aussi signé un ouvrage intitulé « Milan Kundera ou l'insoutenable corporalité de l'être », paru chez l'Harmattan en 2020. Elle a co-dirigé de nombreux volumes collectifs ou dirigés. Alors co-dirigé avec Philippe-Antoine Voyage et Intimité, paru chez Classique Garnier en 2018. Elle a dirigé Il réel, Il fictionnel, paru aux presses de l'Université Blaise Pascal en 2019. Des volumes aussi de colloques organisés par ce centre Hétérotopos, dont un auquel j'ai eu le plaisir de participer. Et donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris le titre encore, mais je vous le livre. L'Inde se nomme moi mien, défenseur et des voyageurs européens. Magnifique titre, mais c'est une citation de Bachelard. Oui, je me souviens de ça, mais ça n'éclaire pas davantage. Et puis donc un volume, je vous signale un volume qui est sous presse ou paru, je ne sais pas, en codirection avec Sarga Moussa. Donc le voyage dans les Balkans, l'invention d'un espace de la frontière, 19e, 21e siècle. On me donne ici la date 2024, donc du coup... oui, c'est prévu pour novembre, c'est sous presse. D'accord, magnifique. Et donc le titre de la communication de Manezia, c'est... tu as été d'une certaine façon magnifiquement lancé par Jules Bertrand hier, oui, qui a fait allusion à ton sujet. Entre ici et ailleurs, le voyage d'Alep à Paris de Hannah Diab au temps de Louis XIV. Oui, entre-temps, il y a les dates de naissance on ne sait pas exactement la date de sa mort, mais en tout cas, c'est sûr que Hannah Diab est mort après 1764, qui est l'année où il achève son récit de voyage. Dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Donc, c'est un récit de voyage rédigé dans les années 1763-1764 par Hannah Diab, qui est un Syrien maronite, c'est-à-dire chrétien catholique, originaire d'Alep. Mais ce récit rend compte d'un voyage réalisé une cinquantaine d'années auparavant. Donc il y a plus de 50 ans de distance entre le parcours médiatique et la rédaction de ce récit. Le voyage a lieu au début du XVIIIe siècle, entre 1707 et 1710, à la fin du règne de Louis XIV. Le texte, conservé dans un unique manuscrit à la Bibliothèque apostolique Vaticane, est resté inédit jusqu'en 2015, lorsque une équipe de chercheurs, Paul Famet-Thierry, Bernard Héberger et Jérôme Lantin, en proposent une première traduction française dans une édition très érudite. Et la couverture qui apparaît à l'écran. Donc, Hannah Diab reste encore peu connue pour l'instant, et généralement on l'associe à Antoine Galland, en vertu de sa contribution désormais indéniable à la première édition et traduction française des Mille et une nuits, qui paraît sous la plume d'Antoine Galland, qui est un célèbre orientaliste, au début du XVIIIe siècle. Nous savons maintenant qu'au moment de leur rencontre à Paris, donc la rencontre qui a lieu entre Hannah Diab et Antoine Galland en 1710 à Paris, Hannah Diab raconte à Antoine Galland 16 contes arabes, dont Galland va publier 12, dont La lampe d'Aladin et Ali Baba, qui compteront parmi les plus célèbres du recueil. Et pourtant, cette importante contribution est passée sous silence par Antoine Galland,
Bon, si cette rencontre et cette contribution sont tout de même mentionnées par Galland dans un journal qu'il ne destinait pas à la publication et qui ne sera publié qu'au début du XXIe siècle, celui que Anna Diab appellera tout au long de son récit son maître, hein, il s'agit du voyageur français Paul Lucas, qu'il va accompagner dans son voyage d'Alep à Paris, n'a même pas jugé utile de le mentionner une seule fois dans la version publiée de sa relation de voyage. C'est la précision faite par Bernard Héberger dans son introduction extrêmement éclairante. Ce silence qui en fera, en fait, qui fait de Anna Diab un de ces voyageurs invisibilisés dont on a beaucoup parlé hier, bon, qui s'explique probablement à la fois par le fait que c'est un homme ordinaire, donc issu d'un milieu de drapier à l'épin, et en fait, profession qu'il va lui-même pratiquer à son retour, ainsi qu'à la catégorie des informateurs indigènes qui ne jouissaient pas non plus d'un grand prestige aux yeux de la plupart des voyageurs européens de l'âge classique. Bien, cela nous a amené entre autres, à proposer une approche de son expérience sciatique sous l'angle des études subalternes, Subaltern Studies. Et j'en profite pour vous présenter le plan de mon exposé d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais commencer par quelques considérations concernant ce que j'ai appelé un voyage subalterne, ensuite les étapes du voyage, passage de frontières, et en fait je vais essayer de me concentrer sur les représentations de l'espace français. Oui, pour proposer une petite conclusion à la fin. Je vais aller assez vite parce que j'ai plein de choses à dire. Alors, donc, plutôt qu'un voyage d'instruction, il s'agirait dans ce cas d'un voyage de formation. Comme le précisent également ses éditeurs, que je cite, son voyage est une sorte de grand tour initiatique d'un jeune homme qui cherche sa voie. Alors, sa voie écrit dans le sens de chemin, mais peut-être encore aussi sa voix pour se faire entendre, que ses maîtres ou protecteurs européens ne lui auront jamais véritablement reconnu. Alors la voix qui résonne à travers ce récit arabe, considéré comme l'un des plus autobiographiques du XVIIIe siècle, est en réalité double. On l'a déjà vu à plusieurs reprises hier, parce qu'à celle du jeune voyageur qui avait une vingtaine d'années au moment du voyage, fait écho la voix d'un Anna Diab âgée de 75 ans, oui, au moment de la rédaction du récit, qui prend parfois ses distances, critiques ou amusées, selon les circonstances rapportées, par rapport aux aventures et aux mésaventures de son jeune moi. Alors, son statut de subalterne est quand même à nuancer en fonction des circonstances aussi, parce qu'on constate que, loin d'être systématiquement assimilé au personnel domestique lorsqu'il fait le voyage avec Paul Lucas, il occupe généralement une position intermédiaire de guide, d'interprète, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de médiateur culturel, ce qui imprime une certaine ambiguïté quand même à son statut. Alors, les circonstances de son départ d'Alep sont particulièrement intéressantes, mais je ne dirais pas tout à fait éclairantes, parce qu'il reste pas mal de zones d'ombre. Les éditeurs nous apprennent d'ailleurs que les 9 premières pages du manuscrit ont disparu. Alors le texte commence de manière très abrupte, par une phrase inachevée, où on découvre un jeune Anna Diab, donc d'une vingtaine d'années, en train de faire son noviciat au monastère maronite Saint-Élisée près d'Alep. Alors si jamais il a vraiment voulu devenir moine, ça a été sûrement sans grande conviction, parce que on lit dans un épisode, quelques pages après le début, on le voit, il parle du moment où il va échanger ses vêtements ordinaires, fins, dit-il, contre les vêtements du noviciat qu'il qualifie de grossiers. Donc, il a endossé ses nouveaux vêtements et il dit, c'est la citation qui s'affiche à l'écran, « Considérant ma situation, je trouvais que j'offrais maintenant un singulier spectacle.
À partir de ce moment, mon cœur se détacha de la vie monastique et je regrettais ce que j'avais fait. Alors, c'est pas comme si l'expérience avait duré trop longtemps. Hein, c'est quelques jours ou bon, peut-être quelques semaines en tout cas, mais c'est pas très long en tout cas. Et pourtant, il regrette aussitôt d'avoir endossé ces habits qui provoquent en lui une espèce de dédoublement. Alors, et ce n'est pas un hasard qu'on retrouve dans cet extrait la toute première occurrence du terme spectacle. Alors, j'ai pu compter une quarantaine d'occurrences du terme spectacle tout au long du récit. Enfin, il y aura toute une analyse à faire, en fait. Mais bon, en tout cas, bien qu'il me propose un spectacle de l'ailleurs, ce qu'il fera, nous avons tout d'abord affaire à ce que j'appellerais une mise en spectacle de son propre monde, de son ici, voire donc de soi-même. Alors, cette posture d'extériorité qu'il occupe souvent tout au long de son voyage marque, en l'occurrence, une première forme, je dirais, de décentrement par rapport à soi-même, ainsi que par rapport à sa situation présente, qu'il avait pourtant appelée de ses voeux. Comme s'il lui répugnait en quelque sorte de se fixer, et c'est ce qui m'a fait penser hier en fait à la vectopie. On pourrait peut-être parler dans son cas de vectopie dont vous avez parlé, parce que c'est comme une espèce d'impossibilité de se fixer, de toujours se projeter dans des ailleurs qu'on constate en fait tout au long de son parcours. Alors, de ce point de vue, sa rencontre avec Paul Lucas aux environs d'Alep est un moment décisif pour sa trajectoire future. Cette rencontre a lieu sous le double signe du hasard et de la méprise. Parce que, afin de passer inaperçu en Orient, en terre d'islam, Anna Diab s'était déguisé en musulman. Parce qu'il était déjà parti d'Alep, on ne sait pas trop quoi faire, c'était pas trop clair, hein, pour lui non plus apparemment. Et donc, le voyageur français Paul Lucas, lorsqu'il le rencontre, il se trompe. Hein, il le prend pour un musulman. Il lui dit, voilà, excuse, je t'ai vu avec le chèche blanc enroulé sur la tête, j'ai cru que tu étais musulman. Alors, ce vocabulaire du travestissement n'est pas chose nouvelle dans les récits de voyage, à l'âge classique non plus. Il s'agit pourtant d'habitude d'une pratique spécifique aux voyageurs en terre étrangère. Alors que dans le cas de Anna Diab, ce n'est pas chez l'autre, mais chez lui, hein, qu'il s'adonne à un travestissement en tout premier lieu. En plus, son départ est un peu laissé au hasard, ou alors il s'en remet à Dieu. Donc, il n'y a pas eu de véritable projet de voyage. Donc, en fait, l'impression première que nous donne le récit de Anna Diab est plutôt celle d'un monde qui n'a pas de véritable centre. Ce qui rappelle, et ici je cite un article très éclairant d'Inès Orshani, L'ailleurs et l'altérité dans la civilisation et la littérature arabe, cela nous rappelle cet aspect multifocal ou décentré du monde comme une constante de la civilisation arabe, et ce, dès avant l'avènement de l'islam. C'est comme si les catégories de l'ici et de l'ailleurs étaient d'emblée brouillées dans le récit de ce jeune Syrien maronite, à même de susciter ce que je serais tentée d'appeler une sorte de décentrement inaugural. Ou alors, c'est peut-être aussi une forme d'allocentrisme. Bon, il faudra raffiner encore cette perspective. Dû entre autres à son identité plurielle, qui fonctionne sur plusieurs paliers, à la fois ethnique et confessionnel. Parce que bon, son appartenance à l'église maronite, donc catholique, est de nature à annuler, ou du moins à rendre assez rare le contact avec une altérité radicale. Puisque d'un côté, il est arabe parmi les musulmans, et de l'autre, chrétien parmi les francs. Donc, en effet, comme l'affirme aussi Bernard Héberger, l'opposition entre Orient et Occident n'est pas tellement forte, d'habitude. D'autre part, cela n'empêche pas non plus que, par moments, il se perçoive lui-même
comme un chrétien entre les musulmans et comme un oriental parmi les francs, ce qui donc rend les choses très complexes et souvent assez ambiguës. Mon hypothèse serait qu'on aurait affaire dans ce récit à une série de micro-décentrements successifs et progressifs, allant d'une prise de distance d'abord par rapport à soi-même et par rapport à son propre monde, pour progressivement aller à la rencontre de l'autre, ce qui donnera lieu à une espèce de démultiplication des ici et des ailleurs. On verra qu'en fait le récit nous propose une série de tels micro-décentrements, enfin, ce que j'ai appelé des micro-décentrements, et qui ont comme premier effet une espèce d'altérisation de son ici. Hein. J'emploie le terme de manière plutôt neutre. Voilà. Alors, pour revenir un peu vers des choses plus concrètes, les étapes de son voyage. Donc, c'est la même carte, en fait, qu'hier, mais en fait, c'est la carte qu'on retrouve dans l'édition de son récit. Il n'y a pas de flèche, donc, bon, il va partir d'Alep, et donc, en mai 1707, en passant par Tripoli, Beyrouth, Saïda, Chypre. Il va faire aussi un voyage en Égypte, pour finalement arriver à Tunis, d'où il va passer en effet par Livourne et Gênes, et il arrive à Paris en septembre 1708. Alors que le voyage de retour, ça se passe à la fin. Enfin, donc, il reste à Paris à peu près une année. Et son voyage de retour, ce sera en 1709-1710, cette fois-ci à travers Smyrne et Constantinople. Donc, comme je l'ai déjà précisé, en fait, Anna Diab accompagne Paul Lucas. Donc, il avait donc rencontré un peu par hasard, qui lui propose d'être son interprète, son guide. Il va beaucoup l'aider dans des marchandages, des négociations avec les marchands autochtones parce que Paul Lucas était à la recherche de médailles, de pierres précieuses, de manuscrits, etc. Alors, il y a certaines étapes très intéressantes sur lesquelles j'aimerais m'attarder un tout petit peu. Alors, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Vas-y. Oui. Exactement. Je pense 15 minutes, oui. Alors, une première étape assez intéressante est leur arrivée à Tunis. À Tunis, où d'habitude ils sont accueillis par les consuls français ou par des amis français de Paul Lucas. Et à Tunis, ils vont rendre visite au bey de Tunis, installé au palais du Bardo, qui était la résidence princière à l'époque. Et je vous ai proposé quelques petits fragments que je ne vais pas lire, parce que je n'aurai pas le temps. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater à lire ces quelques extraits, c'est que l'ensemble de la description du palais, ainsi que celle de la ville de Tunis et de ses habitants, représente un moment assez intéressant d'exotisme oriental sous la plume d'un oriental, dont la splendeur presque ineffable, qui défie toute description, dit-il, est sous-tendue par un refus explicitement marqué dans le texte par l'utilisation du terme incomparable. Donc c'est une espèce de refus du procédé de la comparaison qui est si cher d'habitude aux voyageurs et qui est spécifique d'une rhétorique de l'altérité très incline à réduire l'autre au même. Bon, c'est une technique à laquelle Anna Diab va lui aussi faire appel, mais pas ici. Donc ici, c'est un moment où justement la ville de Tunis semble prendre à ses yeux les traits d'un ailleurs déjà merveilleux et plus ou moins dépaysant, parce qu'en fait, bon, c'est un aspect sur lequel je n'ai vraiment pas le temps de me pencher, mais en tout cas, loin de se présenter comme monolithique, l'Orient de Anna Diab apparaît non seulement comme décentré, mais comme pluriel. Hein.
il y a des images contrastées parce que bon, cette image de splendeur orientale n'est pas la seule. Hein. Il y a aussi le revers de la médaille. Bon, je vais assez vite. Oui, et c'est la troisième partie de mon exposé que j'ai intitulé Passage de frontières. Parce qu'en effet, pendant son trajet d'Alep jusqu'à Paris, le jeune Syrien franchit une série de frontières, dont Livourne, déjà évoquée hier, représente probablement l'une des étapes les plus significatives. C'est un lieu de passage, c'est aussi un lieu d'un bref séjour que Anna Diab fait avec Paul Lucas. Alors, parce que Livourne, c'est le lieu non pas du premier contact avec l'autre, parce que bon, cela faisait déjà un bon moment qu'il était en compagnie d'Européens, mais avec un ailleurs européen assez déstabilisant, du moins dans un premier temps. Je ne sais pas si c'est exagéré de parler d'un choc de l'ailleurs, qu'il va éprouver assez rapidement. Donc, il s'établit avec Paul Lucas chez un ami français, oui, de Paul Lucas à Livourne, où Paul Lucas fait appeler un barbier. Oui, bon, évidemment de le raser, en demandant également de raser Anna Diab. Et c'est le fragment qui s'affiche à l'écran. Je vous propose de le lire quand même. Oui, voilà. Je m'assis dans le fauteuil. Le barbier, après m'avoir lavé le visage et la barbe, saisit le couteau à raser et le passe sur ma barbe. Ce faisant, il emporte la moitié de ma moustache. Lorsque je m'en rendis compte, je poussai un tel cri qu'il prit peur. Il s'arrêta étonné et me demanda « Qu'as-tu donc? Je ne t'ai pas blessé. J'aurais encore préféré que tu me blesses plutôt que me raser la moustache. » Rétorquai-je. « Ignores-tu que les fils d'Orient ne se rasent pas la moustache comme vous le faites ?» À contre-cœur, je me laissai finalement raser l'autre moitié de ma moustache. Dans ces pays, tous les hommes se rasent la barbe et la moustache jusqu'aux prêtres, sauf les padres capucins. Alors, ignorance des coutumes de l'autre des deux côtés, confiance mal placée, voire ingénuité de la part du jeune Syrien, ce cocktail interculturel engendre un malentendu très classique, je dirais. Alors, loin d'être suscité donc par une blessure physique, le cri poussé par Anna Diab est plutôt l'expression de ce que j'appellerais, je pense aujourd'hui, une blessure narcissique. Et ce n'est pas un hasard que cette atteinte à son identité profonde lui soit portée au visage, la moustache rasée à moitié y figurant comme une altération identitaire ressentie bien plus douloureusement qu'une entaille corporelle. C'est l'un des premiers exemples qui montre à quel point l'altérité altère. Donc, en fait, quelque superficiel qu'il soit, le contact avec l'ailleurs de l'autre provoque un nouveau micro-décentrement, un déplacement de perspective, pourtant à même de générer une sorte de regard éloigné, à même d'entraîner une compréhension des coutumes de l'autre, parce qu'il dira après, tout de suite d'ailleurs, dans ces pays, tous les hommes se rasent la barbe et la moustache. Évidemment, c'est sûrement le Anna qui écrit, qui rédige ce récit une cinquantaine d'années après qui part ici. En tout cas, ce qu'il convient également de remarquer lors de ce bref épisode, c'est aussi sa capacité d'adaptation, assez rapide. Je le laissais, donc il le laisse finalement raser, bon, il n'y avait plus grand chose à faire en tout cas, en contre-cœur, mais bon. Donc une capacité d'adaptation qui lui servira beaucoup lors de son voyage au pays des Francs. Bon, je n'insiste plus sur l'épisode où c'est toujours à Livourne qu'il est stupéfait par les femmes dévoilées, comme si elles étaient des hommes. C'est un épisode qui a été déjà évoqué hier par Gilles Bertrand. Par contre, je voudrais m'attarder 2 minutes sur l'épisode de la femme syrienne qui refuse de renoncer à son voile. Parce qu'en effet, Livourne, tout comme d'ailleurs Marseille, tout comme Paris, se
sont des lieux où Anna Diab fait non seulement des rencontres interculturelles, mais aussi des rencontres intraculturelles, c'est-à-dire qu'il rencontre beaucoup de compatriotes, beaucoup de Syriens et en tout cas beaucoup de chrétiens orientaux. Certains qu'il connaît déjà ou d'autres pas. Ici, l'épisode, c'est celui d'un chrétien, d'un Syrien, d'un compatriote qui était venu s'établir en Italie. Ils étaient depuis 3 mois à Livourne et sa femme refusait de renoncer à son voile. Et il prie Anna Diab de l'aider, d'essayer de la convaincre. Et c'est le fragment qui s'affiche. Lorsque j'entrais, je vis un rideau derrière lequel se tenait sa femme. Je la saluais. Elle me rendit les salutations à travers le rideau et refusa de se montrer devant moi. Je lui dis, qu'est-ce que cette folie? Sors et regarde, toutes les femmes de cette ville vont et viennent dévoilées et personne n'observe personne. Nous sommes en pays chrétien et le voile de visage n'y a pas cours. D'abord, elle refuse toujours, puis ensuite, Anna Diab essaie de la convaincre, et elle va essayer quand même, elle va accepter quand même de sortir avec un voile partiel qui découvre ses yeux. Et pourtant, donc, elle est partiellement voilée, donc la foule des promeneurs il y aura toute une foule qui va s'assembler à la regarder comme une curiosité. Et Anna Diab lui dit, si tu veux que je marche en votre compagnie, enlève ce voile de la tête et habille-toi comme ces femmes qui se promènent. Personne ne se retournera pour te regarder. Elle refuse toujours et Anna Diab, alors il renonce et s'en va. On a l'impression qu'il est un peu déçu, dépité, non sans énoncer une espèce de morale interculturelle. J'ai compris de cet épisode que les femmes de chez nous ne peuvent pas se comporter comme celles de ces pays, car elles ont été éduquées à demeurer cachées. Alors, cet épisode de la femme voilée, où Anna fait figure de médiateur parmi les siens, semble témoigner d'une atténuation très rapide de son choc initial et d'une forme d'appropriation de cet ailleurs qui prend déjà les traits d'un nouvel ici, dont Anna Diab semble se faire le porte-parole. En effet, la manière dont il s'adresse à la femme orientale donne l'impression que Anna Diab est déjà passée de l'autre côté, au point de prendre les traits d'un agent convertisseur, visant à provoquer une espèce de conversion culturelle de celle qui s'écarte par sa folie, dit-il, de la normalité des lieux. Ce serait donc en vertu de cette adaptation aux couleurs d'un ailleurs nouvellement métamorphosé que Anna lui conseille d'adopter une paradoxale stratégie d'invisibilité par dévoilement, l'invitant à un travestissement autre en terre d'Occident où ce n'est qu'en se dévoilant qu'on devient invisible. Je vais rapidement... Oui, 5 minutes. Malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de la France, peut-être lors des discussions, parce qu'en fait, c'est le clou du spectacle. Et d'ailleurs, c'est ainsi que j'avais intitulé aussi ma 4e partie, La France, un spectacle d'ombre et de lumière. Alors, d'un côté, la France et Paris et Versailles, surtout, sont placés sous le signe de l'éblouissement. Donc Anna est absolument fascinée par Paris, par Versailles, par la cour du roi. Il sera introduit auprès de Louis XIV, des grands du royaume. Donc c'est vraiment l'enchantement. Il ira à l'opéra. Donc c'est vraiment c'est féerique, c'est la fascination. Mais bon, j'ai pas le temps d'insister. Mais au-delà de l'éclat de ces apparences féeriques, il y a aussi des moments où la France est présentée sous un jour plus sombre et où Anna Diab nous dévoile en filigrane la face cachée de toute cette splendeur. Alors c'est ce que j'appellerais une dialectique de la splendeur et de la misère des réalités franques. Eh bien, elle était déjà préfigurée par le passage qui raconte leur traversée en bateau de Gênes à Marseille et qui prend
la forme d'une espèce de diptyque du jamais vu, où il est d'un côté fasciné par la cabine du capitaine, etc., et d'autre part, il est choqué par la condition des galériens. Donc, il dit, voilà, on aurait dit qu'ils étaient un enfer, flagellés et suppliciés par des démons. Et il demande à un prêtre, non, pourquoi mon père tant de cruauté de la part des chrétiens? Cela est-il permis? Bon, il aura l'air assez convaincu par ses explications. Pourtant, quelques mois plus tard, il a l'air beaucoup moins convaincu à Paris lorsque, bon, au moment où il réfléchissait sur l'organisation excellente de la ville de Paris, il dit ceci. Votre humble serviteur n'a pas vu un seul mendiant implorant et sollicitant l'aumône, mais j'ai vu un soldat invalide, n'ayant qu'une seule jambe, se faire battre violemment et sans pitié par les agents d'autorité. Je demandais à l'une des personnes présentes pourquoi on frappait ce soldat. On l'a vu mendier. Je m'étonnais. Est-ce que dans vos pays, on frappe celui qui mendie, surtout un infirme comme lui, qui ne peut travailler? Comment cela est-il possible? L'homme répondit, il mérita d'être baptisé. Je le questionnais à nouveau. Alors, cette nouvelle attitude envers la mendicité et le vagabondage qui se développe en Europe pendant la première modernité est de nature à susciter chez Anadia un véritable choc culturel. Que les explications plutôt empreintes de suffisance du Parisien qui chante les louanges de son souverain sont loin d'atténuer cette fois-ci. Sans se manifester par des jugements tranchants, sa prise de distance critique s'affirme pourtant à travers ces questions répétées qui trahissent non seulement son insatisfaction par rapport aux explications reçues, mais aussi une mise en question, voire une dénonciation implicite de procédés bien contestables à ses yeux, à même de révéler la misère nichée au cœur même de la splendeur. Ainsi, la différence entre sa première question contrariée, cela est-il permis, du premier extrait, et la nouvelle formule profondément révoltée, comment cela est-il possible, à quoi s'ajoute la formule dans vos pays, marque en l'occurrence toute la distance axiologique qui sépare cet ailleurs proche de son lointain, de son ici lointain. Je vais conclure. Même si, bon, pendant les discussions, je vais quand même vous dire un petit épisode dont je vous parle plus maintenant. Donc, comme conclusion, l'aventure européenne de Anadia pourrait apparaître à ce stade comme un voyage inabouti. Je n'ai pas eu le temps de vous dire qu'en fait, il va être la cible de toute une série d'intrigues, de trahisons, de la part même de ses protecteurs, Antoine Galland, Paul Lucas. Et en fait, finalement, on découvre un Anadia qui est prise au piège des apparences trompeuses, mais reluisantes, françaises, en proie à de nombreuses intrigues et trahisons qui la tourmentent l'adresse de déjouer. Et Anadia semble comprendre finalement que tout ce qui brille, cette splendeur éblouissante, que tout ce qui brille n'est pas or. Ce serait la leçon amère tirée par une sorte d'ingénu ou de candide oriental qui, malgré une lucidité résignée, parvient pourtant, du moins par moment, à convertir son déracinement en principe de questionnement. Je reprends ici une formule de Thomas Brisson dans la préface à Dipesh Chakrabarti, ce qui l'amène à porter, du moins par moment, un regard extérieur, éloigné et clairvoyant sur cet ailleurs contrasté qu'il n'aura finalement pas su véritablement maîtriser et s'approprier. Une dernière chose, en même temps, l'étape du voyage de retour de Paris à Alep est des plus intéressantes. Et elle aurait mérité à elle seule toute une analyse, car elle apporte des nuances supplémentaires à cette perspective déceptive, car sur son chemin de retour vers Alep, donc qui passe par Smyrne et Constantinople, le lecteur découvre qu'un écart s'est creusé entre celui qui était parti et celui qui revient, ce qui le situe, peut-être à jamais, dans l'entre-deux du passeur,
qui est désormais devenu sien. Je vous remercie.